Alors que des députés envisagent de supprimer les ZFE en France, le gouvernement monte au créneau. Dans une note récente, Bercy estime que l'abandon du dispositif pourrait coûter cher au pays. Alors, ah bah tiens, il y a les ZFE de toute la France. Il y en a une à Caen, je savais même pas, tiens. Pourtant, c'est pas loin, mais bon, moi je m'en fous, j'ai une NVE, donc au pire, si je dois aller là-bas, ça ne m'importe guère. Alors, en jaune, c'est les ZFE en préparation, on va dire. En bleu, c'est les ZFE existantes. Ok. Bon, on remarque que dans le centre de la France, il n'y en a pas beaucoup de ZFE, hein. Du coup, il n'y en a même aucune. Ouais, c'est assez étonnant, mais il y en a pas mal dans le nord, qui sont surtout en création. Dans l'est aussi. Dans l'ouest, il n'y en a pas tant que ça non plus, hein. Le centre, c'est le vide, hein. Depuis le 1er janvier, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants doivent disposer d'une ZFE. Mais le dispositif suscite des critiques de plus en plus importantes de la part des automobilistes et des politiques. Le 26 mars, les députés ont même voté en commission pour la suppression des ZFE dans le cadre de la loi simplification. Toutefois, dans une récente note publiée par la Direction générale du Trésor, on apprend que la suppression des ZFE pourrait coûter jusqu'à 3 milliards d'euros à la France. En effet, la Commission européenne pourrait considérer cette décision comme une rupture d'engagement. Ça mettra en péril les prochains paiements prévus dans le cadre du plan de relance et de résilience. Ce plan, qui prévoit 40 milliards d'euros de subventions jusqu'en 2026, est conditionné au respect de certains engagements dans la mise en place des ZFE. En 2025, la France doit par exemple recevoir 3,3 milliards d'euros à ce titre. Le gouvernement, par la voix de la ministre de la Transition énergétique, s'est opposé à cette proposition, soulignant que les discussions sur la suppression des ZFE envoient un signal politique négatif. Selon le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, l'éventualité d'un abandon des ZFE pourrait remettre en cause les subventions déjà obtenues pour leur mise en place. On comprend donc que cette suppression ne représente pas seulement un défi environnemental, mais aussi un risque financier majeur pour le pays. Les enjeux sont considérables, tant sur le plan de la santé publique que sur celui des finances nationales. Très clairement, je suis contre la suppression des ZFE. À la limite qu'on ralentisse un peu leur implantation, peut-être, mais qu'on supprime les ZFE déjà existantes, non, c'est honteux quoi. Je crois qu'il y a plus urgent que faire ça, hein. Non, je sais pas. Bref, votre avis là-dessus, vous? Alors, nouvelle news concernant Aptera, qu'est-ce qu'ils ont à dire de plus sur ce véhicule? On ne sait pas trop s'il va sortir ou pas, hein, d'ailleurs, hein. La voiture solaire d'Aptera effectue son premier road trip, 500 km alimenté par énergie solaire. Bon, ils ont fait ça à travers les États-Unis, un peu moins de 500 km, c'est déjà pas mal. Ils sont partis tôt le matin de Flagstaff, une ville montagneuse enneigée en Arizona, où le véhicule produisait déjà 300 watts d'énergie solaire avant même le début de la journée. Puis on suivi un itinéraire sur un tronçon de l'historique route 66. Des routes tranquilles, des paysages à couper le souffle, et un banc d'essai pour un véhicule conçu pour fonctionner de manière autonome. C'est un peu le chemin que le moins emprunté. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu procéder ainsi pour gêner personne, en gros, quoi. Même par temps couvert, l'équipe a enregistré plus de 545 watts d'énergie solaire, permettant de rouler sans passer le temps à chercher un chargeur. Au cours de son voyage de 500 km, le véhicule solaire a affronté des conditions de circulation variées, col de montagne, semi-remorque, nid de poule, vent du désert. Ouais, mais alors 545 watts, ça suffit pas pour maintenir une vitesse. Enfin, je veux dire, bon, c'est peu finalement, hein. Je veux bien qu'elle consomme pas beaucoup, mais elle consomme au moins 9 à 10 kWh au 100 cette voiture. Ce qui fait 9000 à 10 000 watts par heure, donc c'est pas... Enfin, à vrai, ils ont peut-être roulé à 10 km/h, remarque. Bon, ça, on sait pas. Par contre, si c'est ça, c'est mensonger, quoi, je veux dire. Ce voyage marque une étape importante pour Aptera, il lui a permis de me démontrer la fiabilité de son projet. Le projet Aptera avance sans montant les difficultés, nanana. Le coefficient de traîne est 0,13. Cette voiture électrique à 3 roues sera proposée avec différentes versions. L'une, donc 644 km d'autonomie, tandis que les panneaux solaires intégrés sur la carrosserie sont capables de produire jusqu'à 700 watts d'énergie, permettant de recharger les batteries gratuitement. Aptera annonce que sa solution permettrait d'offrir un kilométrage jusqu'à 64 km par jour. Ouais, donc voilà, ok. Donc dire qu'ils sont servis que du soleil, c'est un peu mensonger, je dirais. Ça a complété, oui, durant le trajet, ça a été une plus-value, mais bon, ils ont pas... La voiture n'a pas roulé que grâce au solaire, en fait, hein. Faut quand même corriger ça. Mais bon, elle est marrante, cette voiture, hein. Bon, après, je suis pas sûr qu'elle sorte en masse, hein. Si vraiment elle est commercialisée, ce sera vraiment à petite série, à mon avis. Alors, il y a un problème de chargeur embarqué sur les 208 et 2008. Voyons ce qui se passe. Selon une note technique interne que l'Argus s'est procurée, la Peugeot i208 et i2008-2 phase 1 sont affectés. La plage de production concernée s'étend jusqu'au 1er novembre 2022,
date à laquelle le groupe Stellantis a corrigé le problème sur les véhicules neufs, qui n'ont donc pas de changement. En outre, avec les synergies au sein du groupe Stellantis, d'autres modèles suivront et seront donc impactés, à savoir les Citroën IC4, Opel Corsa E, Mokka E, DS3 Crossback Eatons, ainsi que les utilitaires du groupe, équipés de ce moteur. Du moteur 136 chevaux donc, qui est concerné. Bon, ben, ça fait encore une mauvaise pub pour Stellantis, j'ai envie de dire. Il y a encore les fanboys de Stellantis qui vont me taper dessus en commentaire, mais bon, désolé, hein, c'est pas de ma faute hein, s'il y a des problèmes chez vous. Hein. Bah oui, hein. Faut assumer au bout d'un moment. Peugeot connaît le problème depuis plusieurs années. Avant 2020, la marque avait effectué une reprogrammation logicielle du système de chargeur embarqué convertisseur de tension continue. Cependant, l'opération s'est avérée inefficace. Pour remédier définitivement au problème, le constructeur a décidé de remplacer le chargeur embarqué, initialement fourni par l'équipementier allemand MAHLE, par celui d'un autre fabricant. Dans certains cas, d'autres composants coûteux peuvent également être remplacés. Boîtier de prise de charge, faisceau électrique de charge, moteur électrique, actionnaire de verrouillage, faisceau électrique de puissance. Par conséquent, Peugeot assume la défaillance et prend en charge à 100% les réparations pour les véhicules âgés de moins de 4 ans, kilométrage limité. Cette participation financière est aussi valable dans les autres marques du groupe Stellantis. Alors, attendez, parce que là, âgés de moins de 4 ans. Ah! Donc tous ceux de 2020, en gros, jusqu'à mars, jusqu'à mars 2021, vous l'avez dans le baba, en fait. Parce qu'on est en avril 2025, du coup. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est n'importe quoi. Alors qu'ils étaient au courant du problème. Ah là 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 là. Je suis désolé, mais objectivement, là, faut les critiquer encore une fois. Hein. C'est pas admissible. C'est pas du tout admissible, ce qui se passe là. Bon, votre avis là-dessus? Alors, la Hyundai Insteroid se dévoile en photo. Le concept, hein, évidemment. Je sais pas s'il y aura d'autres infos que les photos. Oh là là, la voiture de Kéké par excellence. Abusée. Effectivement, il y a un air de Renault 5 Turbo 3E. Bon, ils ont voulu la jouer un peu à la Renault. Oh là, l'intérieur, délirant. Hyundai n'a communiqué aucune information technique sur l'Insteroid. Le look du concept fait néanmoins écho au prototype RN24, dont la silhouette évoquait celle de l'Inster. Le véhicule reprenait le groupe moteur-propulseur de la Ioniq 5N, donc 650 chevaux, 84 kWh de batterie. Alors, je serais curieux de savoir comment il pourrait foutre 84 kWh de batterie là-dedans, parce que c'est quand même pas une énorme voiture. Mais, ok. C'est étonnant comme voiture quand même. Hein. Bon, en vrai, je doute qu'ils la sortent en série. Et surtout, si c'était le cas, à quel prix? Non mais la gueule des pneus, la taille des pneus, quoi. Bon, écoutez, ils vont bien commercialiser la Renault 5 Turbo 3E, donc peut-être qu'à terme, ils font avec celle-là aussi. Hein. Allez, à voir. Et Fiat qui fait une ristourne sur sa Fiat 500 électrique. Alors, elle est proposée à 99 € par mois. Ouais, mais c'est la petite batterie, quoi. On va pas, c'est pas la grosse, hein, évidemment. L'offre propose un bonus écologique de 4 000 € accompagné d'une remise éco-Fiat de 2 000 €, ou un bonus écologique de 3 000 € avec 3 000 € de remise, ou encore un bonus de 2 000 avec 4 000 € de ristourne, donc 6 000 pour tous. Cette nouvelle approche permet à Fiat de toucher une large clientèle sans distinction de revenus, offrant un soutien significatif à l'achat d'un Fiat 500 électrique. Alors, c'est donc 99 € par mois dans le cadre d'une location LOA avec de 37 mois, 30 000 km, avec un apport de 3 900 €. Ça concerne évidemment la petite batterie de 23,8 kWh, ce qui est peanuts, 190 km de LTP. Alors certes, si vous voulez faire que de la ville avec, pourquoi pas, mais bon, ça fait quand même peu, hein, 190 km d'autonomie. Mais bon, c'est une offre comme une autre. Après, peut-être que certains, ça leur conviendra. Faudrait qu'ils fassent aussi une promo pour la version de base 42 kWh là. Enfin, ouais, ça pourrait être pas mal. Ciao.